Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour. Aujourd'hui, avec Élise, on va vous parler de lecture. Alors, vous inquiétez pas, on va aussi parler de dev, on va aussi parler de tech. Élise et moi, on est des grandes fans de lecture. On est des grandes lectrices, on adore se partager des livres, se conseiller nos derniers bouquins. On aime bien faire des petites fiches de lecture qu'on se partage pour se recommander nos livres préférés. Et pour faire ça plus facilement, on s'est dit qu'on allait essayer de trouver sur Internet une application qui nous permettrait de faire ça. On a cherché un petit peu l'application de nos rêves, mais on n'a pas trouvé l'application avec toutes les features qu'on voulait. Et comme Élise et moi, on est aussi dev, on s'est dit qu'on allait développer notre application. Du coup, on s'est lancé et on a développé cette petite application que vous voyez depuis tout à l'heure. On était assez fiers de nous, on avait fait un petit front... c'est bon, ça marche. Un petit front un peu sympa en React. On avait essayé de faire une application vraiment de qualité. On avait écrit en TypeScript, évidemment. Et on avait installé Jest pour ajouter des tests. On avait mis pas mal de tests sur toutes nos fonctions utilitaires. Cette application, on l'a trouvée trop cool et du coup, on s'est dit qu'on allait la partager à notre famille, à nos proches. En plus, Noël arrive, on s'est dit que nos familles, nos proches pourraient voir quels étaient nos livres préférés, les livres qu'on avait déjà lus, et comme ça, nous offrir le cadeau parfait. Et du coup, on a mis en prod notre application. Et là, patatras. Ah, patatras. Ah non, terrible, je vais y arriver. Comme dans toutes les bonnes histoires, rien ne s'est passé comme prévu. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu un peu des expériences de mise en prod un peu compliquées, avec des bugs. Nous, c'est totalement ce qui nous est arrivé. D'un coup, on s'est mis à avoir plein de bugs, à se retrouver un peu en mode pompier, comme tu en parlais, Clarisse, ce matin. Et en plus, il y avait tous nos proches qui nous appelaient pour nous dire que notre application, c'était n'importe quoi, qu'il n'y avait rien qui marchait. Du coup, là, on s'est posé, on a réfléchi un peu, on s'est dit, mais pourtant, on a tout fait comme il fallait. On a du typage, on a testé nos fonctions utilitaires. Que se passe-t-il? Et en fait, en réfléchissant un peu, on s'est rendu compte que le gros de notre application, nos pages, nos composants, tout ça, c'était pas du tout testé. Et du coup, c'est pour ça qu'avec Morgane, on va vous raconter aujourd'hui toutes les péripéties qui ont fait de nos tests front nos meilleurs alliés. Et pour ça, la première étape, ça a été de réfléchir à comment mettre en place des tests sur nos composants rapidement. Parce que bon, on avait aussi des fonctionnalités à développer, Noël approche, on ne voulait pas non plus passer des mois et des mois à rajouter des tests. Et là, Morgane, c'est là que tu m'as parlé des tests de snapshot que tu avais mis en place sur un de tes premiers projets. Yes. Sur un de mes projets, j'avais des tests de snapshot. Donc, comment ça marche? Ce sont des tests qui vont prendre votre code, vos composants, qui vont créer le code HTML associé et qui vont comparer ce code HTML à un snapshot de référence qui est en fait le code HTML attendu. Si toutes les lignes correspondent, toutes les lignes de HTML sont les mêmes, le test passe. S'il y a une, deux, trois lignes de différence, ça casse. Ça veut dire que votre code ne génère pas le code HTML attendu. Et en plus, c'est très facile à mettre en place. Il suffit d'écrire votre code, écrire votre feature. Ensuite, vous écrivez votre test avec Jest. Vous lancez le test pour la première fois. Ça va générer le snapshot de référence, donc votre code HTML, celui que vous attendez. Et à chaque fois que vous allez relancer votre test ensuite, le code généré va être comparé à ce snapshot de référence. Super rapide à mettre en place. Ok, bah nickel, ça a l'air facile. Du coup, je me dis, bah allons-y, je vais coder ça. Donc, décidément. Du coup, la première étape, ça a été d'écrire le test. Donc pour ça, on a fait le test sur notre composant qui correspond à notre liste de livres. Donc on prend une petite fixture simple avec un seul livre intitulé Titre 1, écrit par auteur 1. Et le test, en fait, est très simple. Il tient en 3 lignes. Il suffit de utiliser renderer pour recréer le snapshot du composant et vérifier qu'il matche bien le snapshot de référence. Et tout va bien. On lance le test pour la première fois. Tout passe. On a bien en effet un message qui nous indique qu'un snapshot est écrit. Et en regardant dans l'arborescence de fichiers, on voit bien un nouveau fichier de snapshot, pas très clair. Alors, quand on a généré le snapshot, quand on l'a regardé, on s'est dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis on a ouvert le code à côté, on s'est dit en fait non, ça va, on s'y retrouve. Ça correspond juste à une capture de notre code, tout simplement. On retrouve nos divs, nos inputs, nos labels, tout va bien. Du coup, c'est facile, on peut continuer à mettre en place nos fonctionnalités. Là, on se dit que ce serait sympa d'avoir une fonctionnalité qui nous permettrait d'ajouter une fiche de lecture. Donc,
Première étape, on rajoute un petit bouton, ajouter une fiche de lecture. Sur notre front, c'est un petit bouton sur chaque carte de livre. Tout va bien. On lance les tests. Et là, le test casse. En effet, il reçoit 3 lignes de plus que ce à quoi il s'attend. Et en regardant un peu dans le message d'erreur, on voit bien qu'il s'agit des 3 lignes qui correspondent à notre nouveau bouton. Bon, mince. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est très simple de mettre à jour le snapshot. On relance le test avec un petit tiret U à la fin. Notre snapshot est mis à jour et notre test passe. Tout va bien, on peut rajouter plein de fonctionnalités. Du coup, on s'y met, on code, on lance les tests, on répare les tests, on déploie, tout marche. Sauf que, au milieu de tout ça, on ajoute un bug. Et comme on a pris l'habitude de voir nos tests cassés à chaque fois qu'on ajoutait une fonctionnalité, de réparer nos tests, de déployer, on vérifiait plus trop, on mettait juste les snapshots à jour et on n'allait pas trop voir pourquoi est-ce que le test cassait. Tout ça parce que nos tests sont très couplés à notre implémentation. Et en plus, si on regarde un peu dans le test, on s'est rendu compte que notre test, en fait, il véhiculait pas vraiment d'intention, voire pas du tout, en fait. Notre test, il nous dit juste qu'on s'attend à rendre quelque chose, et du coup, quand on va chercher à réparer les tests, à débugger, c'est hyper dur de comprendre ce qui se passe mal, comme on ne sait pas ce à quoi on s'attend. Bon, du coup, là, Morgane, je t'ai dit que les tests de snapshot, bon, c'était sympa, c'était rapide, mais quand même, j'étais pas trop convaincue. Ouais, j'étais assez d'accord avec toi, Elise. C'est cool, on a des tests, mais franchement, là, ils nous servent à rien. On introduit quand même des bugs. Donc en fait, ce qu'il nous faudrait pour notre front, ce serait des tests qui soient découplés de l'implémentation. Si on rajoute un bouton, on ne veut pas que ça casse. Et qui véhiculent une intention, qu'on puisse comprendre en lisant le test qu'est-ce qu'il fait. On a essayé de penser à d'autres solutions, et une des solutions à laquelle on a pensé, ce sont les tests end-to-end. Donc les tests end-to-end, comme c'est indiqué dans le nom, sont des tests de bout en bout de votre application. Comment est-ce que ça marche? Vous allez définir pour votre test un parcours critique. Par exemple, nous, sur notre application, c'est un utilisateur qui se connecte, qui va cliquer sur « Ajouter une fiche de lecture », remplir sa fiche de lecture et la soumettre. On va créer notre test end-to-end qui va simuler un navigateur qui s'ouvre et simuler un utilisateur qui clique un peu partout, qui remplit sa fiche de lecture. Des tests comme ça, c'est assez facile à implémenter. Vous connaissez probablement des frameworks comme Cypress ou Playwright, par exemple. Et en plus, c'est découplé de l'implémentation. Si je change un nom de variable, a priori, ça ne va pas casser le test. Et c'est des tests qui véhiculent une intention. On définit notre parcours critique, donc évidemment, on comprend ce que fait le test. Donc ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, mais c'est là, Morgane, que je t'ai dit qu'en fait, il y avait 2 critères qui étaient hyper importants et qu'on ne prenait pas en compte avec les tests end-to-end. En effet, on veut que nos tests aient une boucle de retour qui soit rapide et qu'en plus, il soit exhaustif. Pourquoi une boucle de retour rapide? Parce que quand on lance les tests, le but, c'est de vite trouver si jamais on a introduit une régression pour pouvoir la corriger. Si on doit attendre plusieurs minutes, c'est pénible, on ne va pas avoir envie de lancer les tests. Si en plus on fait du TDD, on n'en parle même pas. Et on veut que les tests soient exhaustifs et qu'ils couvrent tous les edge cases, parce que souvent les bugs, je pense que vous le savez, c'est pas trop sur les fonctionnalités principales qu'on utilise tous les jours, c'est plutôt un petit edge case qu'on n'avait pas pris en compte. Et du coup, les tests end-to-end, ça respecte aucun de ces 2 critères, parce que comme c'est des tests bout en bout, souvent ils sont plus lourds et ils mettent beaucoup plus de temps à tourner. Et pour la même raison, généralement, on va les mettre uniquement sur les parcours critiques et pas sur chaque micro edge case. Et du coup, on a cherché et on a découvert Testing Library. Alors, qu'est-ce que c'est Testing Library? C'est une librairie front qui permet justement de faire des tests de composants en véhiculant une intention et qui soit découplée de l'implémentation. Yes. Et du coup, comment ça marche? Testing Library, c'est assez simple. C'est multi-framework. Ça se décompose en 2 parties. Un premier framework générique, quel que soit votre framework, enfin, une première librairie générique utilisable, quel que soit votre framework front, donc DOM Testing Library, qui met à disposition des sélecteurs pour récupérer des éléments du DOM et pour faire des assertions dessus. Et la deuxième partie, elle, va être spécifique au framework que vous utilisez, donc React Testing Library, Angular Testing Library, même Vue, Svelte. En fait, la communauté est assez grosse, donc on trouve des plugins pour chaque framework front est plus utilisé. Et ça met à disposition des utilitaires qui permettent de rendre justement le DOM de vos composants. Et du coup, c'est génial, ça répond à tous nos critères. Et du coup, comment s'est construit un test avec Testing Library? Il y a quatre étapes principales, c'est assez simple. La première étape, c'est de rendre le composant.
du coup, pour reconstruire le DOM du composant. La deuxième étape, c'est de récupérer des éléments de ce DOM à l'aide des sélecteurs. Puis ensuite, on va pouvoir interagir avec ces éléments, ou du moins simuler des interactions. Et enfin, on va pouvoir vérifier que le DOM est bien dans l'état attendu, c'est-à-dire est-ce qu'il y a les bons éléments qui sont présents, est-ce que les bons éléments sont enabled ou disabled, est-ce que des calls HTTP ont été faits. Et tout ça. En plus, l'avantage de cette librairie, c'est qu'avec Morgan, on a des proches qui sont obligés d'utiliser des lecteurs d'écran. Et du coup, pour nous, l'accessibilité, c'est quelque chose qui est hyper important. Et la bonne nouvelle, c'est que Testing Library, justement, c'est une librairie qui va vraiment tirer l'accessibilité, puisque les sélecteurs qui permettent de récupérer des éléments du DOM fonctionnent exactement de la même manière que les lecteurs d'écran. Et donc, du coup, en écrivant des tests avec Testing Library, on s'assurait que notre code soit accessible. Du coup, on s'est lancé, on va faire des tests avec Testing Library. Donc on a installé la librairie dans nos dépendances et on s'est dit qu'on allait faire un premier cas de test. Sur notre application, on a une petite fonction de filtre qui permet d'afficher ou non des informations sur la carte des livres. Donc par exemple, on peut décider d'afficher ou pas les auteurs. Donc on va faire ce premier cas de test. On a par défaut auteur qui est sélectionné et on va vérifier que donc dans notre test, par défaut, auteur est bien sélectionné, qu'on voit bien auteur sur la carte de livre. Comment est-ce qu'on fait ça? On écrit l'intention de notre test. On va utiliser React Testing Library pour rendre notre page de bouquin. On lui passe toujours la même petite fixture. Ensuite, avec les sélecteurs de DOM Testing Library, on va récupérer notre auteur 1 et on va s'attendre à ce qu'il soit évidemment visible dans le DOM. Pas très compliqué, on lance ça passe, c'est super, en plus c'est rapide, nickel. On va faire un deuxième test. Cette fois, quand on décoche auteur, on veut ne plus afficher les auteurs sur les cartes. On écrit l'intention de notre test, toujours pareil, on rend encore une fois notre page de bouquin, toujours avec la même fixture. On va cette fois aller récupérer la checkbox, donc la checkbox qui permet de filtrer les auteurs. Ensuite, on va utiliser User Event, qui est un plugin de Testing Library qui permet de faire des interactions utilisateurs. Donc là, on va dire, clique-moi sur la checkbox. Et ensuite, on va s'attendre à ce que auteur 1, cette fois-ci, il ne soit pas dans le document. On a relancé nos tests, ça passe, c'est rapide, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Et sauf que le problème, c'est que notre app, bon là, on vous a montré une page, mais dans notre app, on a plein de pages, plein de fonctionnalités. Et on vous l'a dit, on n'a pas trop envie de passer des mois à couvrir tout notre code avec les tests. Du coup, la stratégie qu'on a décidé d'adopter avec Morgan, c'est d'ajouter des tests uniquement sur le code auquel on touchait pour ajouter ou modifier des fonctionnalités. Donc chaque fois qu'on ajoutait une fonctionnalité ou qu'on en modifiait une, on écrivait en même temps les tests associés aux composants qu'on modifiait. Et ça, en fait, ça nous a permis assez mécaniquement de couvrir toute notre app en quelques mois. Quelques semaines. Ok, trop cool. Maintenant, on a des tests avec Testing Library. Avec Elise, on avait pris l'habitude, à chaque fois qu'on développait, de lancer les tests en local. On faisait pas mal de TDD en plus, on lançait tout le temps en local. On vérifiait qu'on introduisait pas de bug en prod, tout allait bien. Sauf que le problème, c'est qu'un jour, le petit frère de Morgan voulait se lancer dans le développement web. Du coup, il nous a demandé s'il pouvait coder quelques fonctionnalités sur notre app pour s'entraîner. Bon, comme on est sympa avec Morgan, on lui a donné quelques petits trucs à faire. Le problème, c'est que lui, il ne pensait pas à lancer les tests avant d'envoyer ses fonctionnalités en prod. Et donc, assez rapidement, il a fini par nous introduire de nouveaux bugs. Et sauf que ces bugs cassaient les tests existants. Et du coup, avec Morgan, nous aussi, très vite, on s'est rendu compte que quand on voulait rajouter des fonctionnalités, il y avait plein de tests qui n'avaient rien à voir avec notre fonctionnalité qui cassaient. Et du coup, un peu par flemme, au lieu de les réparer, on a juste arrêté de lancer les tests. Bon, retour à la case départ. Du coup, là, on s'est dit, bon, déjà, on a pris une bonne journée pour tout réparer tous les bugs, réparer tous les tests. On s'est dit, il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Donc pour ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut? En fait, ce qu'il nous faut, c'est des tests qui se lancent automatiquement avant de merger la PR. Et si jamais le test casse, on veut bloquer le merge. Et comment est-ce qu'on fait ça? Avec une CI. Donc qu'est-ce que c'est une CI? CI, déjà, ça veut dire Continuous Integration, ou intégration continue en français. Et la CI, ça va être l'ensemble des outils qui vont vous permettre de lancer vos tests, lancer vos checks de qualité, lancer vos barrières de sécurité avant de merger votre nouveau code dans du code existant.
Avec une CI, vous vous assurez du coup de ne pas introduire de mauvais code dans votre code existant. Comment est-ce que ça marche? On développe une feature, ensuite on lance une pipeline de CI avec tous nos checks, et ensuite, si ça passe, on merge et on déploie. Une pipeline de CI, c'est composé de plusieurs jobs, ce sont les petits checks verts, et chacun de ces jobs, en fait, c'est un script, lancer les tests, lancer les checks de qualité. Chacun de ces jobs, il va être isolé des autres jobs, il va tourner dans une machine qui lui est propre. En général, cette machine, c'est un conteneur Docker ou une VM. Pour faire des CI, il y a plein de providers qui existent. Vous connaissez certainement ceux-là. Il y a des providers de CI qui sont liés à des repositories Git, comme par exemple GitLab CI ou GitHub Actions, c'est les deux premiers. Et vous en avez d'autres que vous pouvez utiliser avec n'importe quel repository Git, comme CircleCI ou alors Jenkins, et il y en a encore plein d'autres. Du coup, nous, ce qu'il nous faut, c'est une pipeline avec des jobs. Chacun de ces jobs, on veut nos scripts et on veut par exemple un script qui lance nos tests unitaires. Le gros avantage de la CI, c'est qu'on peut bloquer le merge. Mon petit frère, s'il fait la merge request et qu'un test passe, il ne pourra pas merger, il devra corriger sa feature, corriger les tests. Et du coup, notre code sur main, notre code qui est mergé en prod, est toujours propre. Du coup, on s'est dit avec Elise, allons-y, rajoutons une CI à notre repo. En plus, ça n'a pas l'air très compliqué. On a utilisé GitLab CI parce que notre repo était sur GitLab, donc c'est aussi simple d'utiliser celui qui est déjà sur le repo. Et pour ça, on a rajouté juste un fichier YAML dans notre code. On lui a dit, lance-moi une CI quand il y a une merge request. Et on a rajouté quelques jobs. On a checké que notre application se buildait bien, qu'on pouvait lancer nos tests front, évidemment. On a mis un test de linter et un test d'audit de sécurité sur les vulnérabilités sur nos dépendances. Un de ces jobs, par exemple, ça c'est celui pour nos tests front. On va utiliser comme machine du coup une image Node avec du coup npm installé, tout l'environnement Node qu'il faut pour faire tourner notre app. Et on va installer les dépendances de notre application et ensuite faire tourner les tests. C'était pas très compliqué, on a mis ça en place, tout était vert, ça passait, moi j'étais trop contente. Toi Elise, t'étais pas super convaincue. Non, c'est vrai que moi, j'étais pas hyper convaincue. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mes tests en local, ils prenaient un peu plus d'une minute à tourner, donc c'était OK. Mais que par contre, dans la CI, ça prenait quasiment 10 minutes. Et pour moi, ça, c'était complètement chaos d'avoir une CI qui prenait autant de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu un peu des mauvaises expériences liées à des CI trop longues. Par exemple, sur un de mes précédents projets, on avait eu une CI comme ça qui prenait 25-30 minutes. Bon, vous me direz, ça va, c'est à peu près OK encore. Hein. Sauf que le problème, c'est qu'un jour, on a eu un bug en prod. Et entre le moment où le bug a été repéré par l'utilisateur et le moment où il était corrigé en local, il s'est écoulé 15 minutes. Du coup, on était vraiment trop fiers. On avait réussi à super vite réagir, prendre la demande de l'utilisateur, trouver d'où venait le problème, le corriger. Sauf que le problème, c'est qu'on a dû attendre 2 heures de plus pour débloquer l'utilisateur et résoudre vraiment le bug en prod. Pourquoi? Parce que une fois qu'on avait fini de le résoudre en local, il fallait passer par tout le cycle de déploiement à travers les différents environnements. Et à chaque fois, on avait de nouveau nos tests qui tournaient pour vérifier qu'on n'avait rien cassé. Et donc, du coup, c'est pour ça que depuis, je me méfie un peu des CI trop longues. En plus, une CI longue, ça veut dire aussi une boucle de retour longue. Tout à l'heure, on en a déjà un peu parlé. Avoir une boucle de retour rapide, c'est hyper important pour pouvoir réagir et éviter de la frustration chez les développeurs. Du coup, ça, Morgane, s'est posé, on s'est demandé, mais au fond, comment ça se fait que nos tests ils soient plus longs dans la CI qu'en local? En fait, la raison principale à ça, c'est que les machines ou les runners que vous donnent vos providers de CI sont en général beaucoup moins puissants que vos machines. Je vous l'avais dit tout à l'heure, chacun des scripts tourne dans leur petit conteneur Docker à eux. Et ces conteneurs ont beaucoup moins de ressources. Moi, mon PC en local, il y a 32 Go de RAM, il y a 8 cœurs. Bon, ça dépote, ça va vite. Dans la CI, il y a beaucoup moins de ressources. Par exemple, les runners par défaut sur GitLab, c'est 2 Go de RAM et 2 cœurs, donc c'est un peu moins rapide. Du coup, avec Elise, on s'est dit, on n'a qu'à augmenter la taille des runners, comme ça, c'est bon. Sauf que ça coûte de l'argent, d'avoir des runners plus gros. Nous, on n'avait pas forcément beaucoup de budget pour notre petite application de livre, donc on s'est dit, c'est pas forcément une solution. Et de toute façon, moi, sur la plupart de mes projets, ce que j'ai vu, c'est qu'à partir d'une certaine taille, même si vous avez beaucoup d'argent, même si vous avez des runners très puissants, ça ne va pas forcément vous sauver, et au bout d'un moment, il n'y aura plus d'impact, vous n'allez pas réussir à améliorer votre perf en augmentant la taille des runners. On s'est dit qu'on allait plutôt essayer de comprendre comment on pouvait optimiser les ressources et mieux comprendre Jest. Jest, il parallélise les tests. Si on lance nos tests en local,
sur mon ordinateur, je vois qu'il y a 7 fichiers de test qui sont lancés en parallèle. On s'est demandé un peu comment Jess faisait pour gérer cette parallélisation, et dans la documentation, c'est expliqué. Il y a une option de la commande Jess qui s'appelle MaxWorker qui permet de définir le nombre de tests qui tournent en parallèle. Et par défaut, ce nombre, c'est le nombre de cœurs de votre machine, moins 1 pour le thread principal. Donc du coup, moi sur ma machine, c'est pour ça que j'ai 7 tests en parallèle. Et sur la CI, il y a 2 cœurs, donc une seule parallélisation. Donc en fait, mes tests tournent en série. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus longs. Yes, bah du coup, ça a l'air facile. Je me suis dit, on va augmenter notre max worker. Au lieu d'être à 1, on va passer à 2. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en effet, on a vu qu'on a quasiment divisé par 2 le temps d'exécution de nos tests dans la CI. Du coup, génial. Je me suis dit, on va continuer comme ça, on va continuer à paralléliser un peu. Sauf que le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en augmentant max workers, on n'arrive pas du tout à continuer à diviser par 3, 4, 5 le temps d'exécution de notre CI. Pourquoi ? Parce que, comme Morgane l'a expliqué tout à l'heure, notre runner GitLab, il n'est pas très puissant. Ce qui fait qu'une parallélisation sur avec deux workers, ça va, il arrive à gérer, mais au-delà, c'est trop pour lui. Du coup, on s'est dit, on reste à max worker à 2. On s'est demandé comment on pourrait encore plus jouer avec la parallélisation, cette fois dans la pipeline. Tout à l'heure, j'avais rajouté d'autres jobs, build, audit, linter. Et en fait, ces jobs, par défaut, ils sont paralysés dans la CI. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire pareil avec nos tests unitaires, les séparer en 2, 3, 4 et paralyser cette fois dans les jobs. Avec Jess, vous pouvez faire ça très facilement avec du sharding. En fait, il y a une option qui existe qui permet de dire, mets-moi la moitié des tests dans ce script, la moitié des tests dans le script. Donc on a créé nos deux scripts, un avec shard 1 sur 2, un avec shard 2 sur 2, nos 2 jobs de CI, et comme ça, on pouvait paralyser dans la CI. Et là, c'est beaucoup plus rapide. On voit que le temps de notre CI, maintenant, c'est le temps de notre plus gros job, donc 2 minutes 52. On partait de 10 minutes, on est plutôt content. Sauf que, et du coup, oui, on arrive, en fait, en combinant du coup à la fois le sharding et la parallélisation sur plusieurs threads, on arrive à un temps beaucoup plus proche du temps en local. Sauf que le problème, c'est qu'au bout de quelques jours, on a eu cette alerte qui a popé dans GitLab. Du coup, cette alerte qui nous indique qu'il nous reste plus beaucoup de minutes de pipeline. Du coup, on se dit, OK, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des providers de CI, ce qu'ils facturent, ce n'est pas le temps d'attente de votre CI, c'est le temps cumulé de tous les jobs. Et du coup, ce qui se passait, c'est que nous, on avait l'impression que tout allait bien parce que notre CI était rapide, mais en fait, notre CI, elle prenait du temps. Et elle prenait même plus de temps qu'avant, puisque, en effet, en regardant un peu plus loin, on s'est rendu compte que le temps cumulé de nos 2 jobs, sur lesquels on avait parallélisé nos tests, si on additionne ces 2 temps, en fait, on est au-dessus du temps du job tout seul, sans sharding. Ok, que se passe-t-il ? Donc on va regarder un peu ce qui se passe, et en fait, si vous avez bien suivi ce qu'a expliqué Morgane, chaque job tourne sur un conteneur Docker isolé. Ça veut dire que pour chaque job, il faut réinstaller toutes les dépendances, les télécharger d'Internet, tout ça, ça prend du temps. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un temps cumulé supérieur au temps d'un seul job. Donc, on a ce temps d'installation qui nous paraît incompressible. Et en fait, en creusant un peu... En fait, vous vous en doutez bien, c'est un problème qu'ont absolument tous les projets. Et du coup, les providers de CI, ils ont réfléchi à ça. Et ils vous mettent à disposition un outil qui s'appelle le cache. Donc, dans toutes les documentations de providers de CI, vous allez retrouver ça. Ce que vous proposent en fait les providers de CI, c'est de pouvoir mettre en cache vos dépendances. Vous allez lancer la première pipeline, vous allez télécharger d'Internet les dépendances, vous allez les mettre dans le cache, et ensuite pour tous les autres jobs, toutes les autres pipelines que vous allez lancer, vous allez pouvoir récupérer ce cache. Alors, ce n'est pas un temps zéro non plus, parce qu'il y a un peu de temps réseau, le temps de récupérer le cache. Et d'ailleurs, faites attention si vous testez ça, parce que moi, ça m'est arrivé sur des projets que finalement, c'était beaucoup plus rapide de télécharger d'Internet que d'aller récupérer ce qu'il y avait dans le cache. Mais pour nous, pour notre projet, on gagnait du temps. Et on s'est dit, OK, on peut cacher des dépendances, est-ce qu'on ne pourrait pas cacher d'autres choses ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils qui utilisent du cache que dans la CI, du coup, on n'a pas accès et qu'on pourrait utiliser ? Bon, vous en doutez, la réponse, c'est oui, effectivement, Jest utilise du cache. Jest, il va utiliser du cache pour optimiser la parallélisation des tests. Qu'est-ce qu'il va cacher ? Il va cacher le temps d'exécution de chacun de vos tests. Par exemple, nous, dans notre application, on a des très gros tests, on a des moyens tests, on a plein de petits tests qui sont très rapides. Jest, il va cacher toute cette durée de test,
et il va l'utiliser pour paralléliser correctement les tests. Sans cache, il va paralléliser de manière random. Donc dans le pire des cas, vous vous retrouvez avec tous vos gros tests sur le thread 1 et que vos petits tests sur le thread 2. Et du coup, la durée totale, c'est super long parce que du coup, il y en a un thread qui est beaucoup plus long que l'autre. Avec le cache, Jest, il est réparti comme il faut entre les deux threads. Donc vous avez test 1, test 2 qui sont très longs sur un thread chacun, etc., etc. Donc deux threads à peu près de la même taille, votre temps est optimisé. Donc on l'a rajouté dans la CI, et rajouter du cache dans la CI, pareil, c'est pas très compliqué, c'est quelques lignes de code. Vous rajoutez une clé de cache, le lien vers, enfin le pass vers vos fichiers de cache, et vous lui dites récupère-moi ce cache à chaque job. Et avec ça, on gagne encore un petit peu de temps. Yes, et du coup, on s'est dit, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Continuons à gagner encore du temps. Sauf que le problème, c'est que on arrivait un peu à court d'idées sur comment agir sur notre CI elle-même. Et c'est là qu'on a regardé un peu plus ce qui se passait dedans. Et comme l'a montré Morgane tout à l'heure, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des tests qui étaient longs, tout simplement, même en local. Et du coup, on s'est dit, est-ce que ce serait pas le moment de voir pourquoi ces tests sont longs ? On avait un test du coup qui était particulièrement long. C'était un test qui testait nos petites checkbox là-haut. Donc on en avait rajouté pas mal pour pouvoir filtrer. Et on avait fait un test qui décochait toutes les checkbox et vérifiait à la fin si on avait bien pu que le titre affiché sur la carte. Et ce test, il durait 10 secondes, ce qui paraît énorme pour un test unitaire. Du coup, on s'est dit, on va essayer de comprendre pourquoi ce test-là prend du temps, qu'est-ce qui prend du temps dans ce test. Et du coup, pour ça, il y a un outil qui s'appelle le profiling. Donc, comment on fait pour analyser la performance d'un test ? Pour ça, on n'a pas besoin d'installer d'outils. On peut utiliser directement les outils, les DevTools de Node. Donc pour ça, c'est très simple. On va dans le navigateur, on ouvre les DevTools de Node, donc ça ouvre une petite fenêtre à côté. On lance les tests dans le terminal. Donc ce qui est important là-dedans, c'est le inspect BRK pour pouvoir attacher le debugger. Et donc là, en l'occurrence, on a inspecté un seul test, notre test de 10 secondes. Mais si jamais on veut vérifier plusieurs tests, ce qui est hyper important, c'est le petit run in band à la fin qui permet justement cette fois d'éviter la parallélisation des tests. Parce que si vous essayez de profiler des tests qui tournent en parallèle, vous risquez d'avoir des petits problèmes dans votre profil. Donc on lance cette commande. On lance le recording au niveau des DevTools. Et voilà. Du coup, voilà, on s'est dit waouh, super. C'était un peu notre réaction dans le projet. On s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, on a essayé de creuser un peu. Donc déjà, ça c'est un flame graph. Je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude d'utiliser ce genre de graphe. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est un graphe chronologique qui montre toutes les fonctions qui sont exécutées lorsqu'on run le test. Donc la première ligne, c'est les fonctions qui sont exécutées et chaque ligne suivante correspond aux enfants de ces fonctions. Donc plus on descend dans le graphe, plus on va loin dans les enfants. Bon, ok, on sait ça, super. Ça ne nous avance toujours pas. Et là, on a découvert un outil plutôt sympa qui permet de visualiser de manière un peu plus facile les profils. Ça s'appelle Speedscope, c'est totalement open source, totalement gratuit. Enfin, vous pouvez, il suffit juste de sauvegarder son profil dans les DevTools et de l'uploader dans cet outil. Et voilà. Donc, toujours retour au point de départ. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a les couleurs qui ont changé un peu, c'est sympa. Mais on n'est toujours pas avancé. Sauf que cet outil, il nous donne plusieurs outils lui-même. Le premier qui est intéressant, c'est cette petite barre en haut, et notamment le left heavy au milieu. Le left heavy, ce qu'il fait, c'est qu'il va stacker toutes les fonctions au lieu de les afficher par ordre chronologique. Il va les afficher de celle qui prend le plus de temps à celle qui prend le moins de temps. Donc ça permet de cibler assez rapidement ce qui prend du temps dans notre test. Le deuxième outil, c'est un petit affichage du temps que prennent chaque instance. Donc les instances, c'est les rectangles du flame graph, en gros. Et ce qui est chouette, c'est qu'on voit non seulement l'instance sur laquelle on clique, mais aussi, de temps en temps, on a des fonctions qui sont appelées plusieurs fois. Et donc, du coup, on peut voir le temps cumulé de toutes ces instances. Et la petite différence entre total et self, c'est que self, c'est la fonction sans ses enfants, alors que total, c'est la fonction et les enfants. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est plutôt le total. Et enfin,
classique mais efficace, une petite barre de recherche qui permet de s'y retrouver si on sait déjà à peu près ce qu'on cherche. Du coup, voilà, maintenant, on peut inspecter notre profil. Ok, bah maintenant qu'on sait tout ça, on va tout ranger par ordre décroissant, du coup, de taille. On a remarqué au tout début un truc, c'était le book.test TSX. En fait, c'est le nom de notre test. Donc on s'est dit, on connaît ça, on va peut-être partir par là. Si on clique dessus, on voit qu'en plus, ça prend 19% de l'exécution totale, donc ça vaut le coup d'aller creuser un peu de ce côté-là. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer ça? Si on descend dans les enfants, on trouve un query all by role. Query all by role, c'est un sélecteur de testing librairie. On s'est dit, ok, mais nous, dans notre test, on n'a que des get by role. Par exemple, on avait un get by role qui récupérait la checkbox des auteurs. Et du coup, on est allé voir dans le code de testing librairie, et comme c'est open source, on pouvait aller fouiller dedans. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le get by role sous le capot utilisait un query all by role. Donc en fait, quand vous faisiez un petit get by role, la checkbox d'auteur, en fait, il récupérait toutes les checkbox et il essaie et après, il retrouvait celle qui était auteur. Donc on a beaucoup de checkbox. Si vous avez des tests sur d'autres rôles, il y a encore d'autres rôles dans l'application, sur les boutons, sur les inputs. Donc ça peut prendre du temps. Et en plus, si on fait un petit contrôle F dans le frame graph, en fait, on se rend compte que des get by role, on en a partout dans le code. Et du coup, le temps cumulé de tous ces get by role prenait pas mal de temps. Première idée du coup, utiliser .selector. On a tenté un petit get by text. Effectivement, on gagnait un petit peu de temps. Apparemment, c'était moins long de ne pas chercher par les rôles. Mais on n'a pas gagné tant de temps que ça et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait du coup améliorer nos tests. Et de là, on en a sorti 2 bonnes pratiques. Déjà, la première, c'est de faire des tests sur des plus petits composants. Là, on avait un problème de performance parce qu'en fait, on avait plein de rôles sur notre page, plein de checkbox. Si on teste sur des composants plus petits où il y a une ou deux checkbox, a priori, on n'aura pas ce temps de recherche, ce sera beaucoup plus rapide. Deuxième apprentissage, c'est qu'on a peut-être beaucoup trop d'interactions utilisateurs dans ce test. On appuie sur plein de petits checkbox différents. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt rendre notre composant avec l'état initial et juste décocher une checkbox et voir qu'on a le résultat et faire comme ça un test un peu plus unitaire? On s'est dit que ce serait peut-être mieux de faire ça la prochaine fois. Yes. Et du coup, pour aller encore plus loin, il reste un bloc qu'on n'a pas encore inspecté. Donc nous, on a commencé directement par le deuxième bloc le plus long parce qu'il nous parlait un peu plus. Mais le premier, il prend beaucoup de temps. Et c'est assez fréquent qu'il prenne beaucoup de temps sur l'exécution des tests de manière générale. Ce bloc, c'est JustAdapter. En fait, il correspond principalement à l'import des différents modules dont on a besoin pour faire tourner notre test. Et donc lui, on pourrait aussi aller l'optimiser, notamment avec des méthodes de tree checking pour les imports. Mais bon, on n'est pas allé jusque-là. Et là, on va arriver à la fin de notre aventure. Cette fois, on a des tests avec Testing Librairie, on les a fait tourner dans notre CI, et en plus maintenant, on a une CI rapide, donc c'est trop cool. On aimerait que vous reteniez 2 choses de ce talk. Déjà, la première chose, pour vos tests de composants, utilisez plutôt Testing Librairie que des tests end-to-end, que des tests snapshot. Pour des tests unitaires, ce sera beaucoup plus adapté. Et deuxième chose, profitez à fond de toutes les ressources que vous donne la CI, que vous donnent les outils comme Jest. Profitez-en pour paralléliser, profitez-en pour utiliser du cache. Et comme ça, vous allez vraiment pouvoir optimiser la performance de votre CI et avoir des CI beaucoup plus rapides. Yes, et du coup, c'est génial parce qu'avec tout ça, on n'a plus de bugs dans notre application. On a pu la distribuer à nos proches. Et grâce à ça, avec Morgane, on est sûr d'avoir des livres qui nous plaisent pour Noël. Et du coup, merci beaucoup pour votre attention. Si jamais vous voulez nous donner des retours, n'hésitez pas à flasher ce QR code. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Il vous reste une dizaine de minutes, on a le temps. Merci pour votre présentation, c'était super intéressant. Moi, je me suis posé une question à un moment sur le query all by role. Est-ce que on aurait pu, du coup, faire le query all vu que le get by role fait un query all, est-ce qu'on aurait pu récupérer toutes les checkbox et ensuite, faire cette recherche ensuite de chaque checkbox sur cette première fonction? Du coup, ce que tu veux dire, si je comprends bien la question, c'est faire un query all by role et ensuite nous-mêmes filtrer pour, parmi les rôles récupérer celui qui nous intéresse. Ouais, par exemple, ou si c'est déjà fait dans Testing Librairie, encore mieux. Alors, on n'y a pas pensé. Moi,
Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Ouais. Morgane. Bon, en regardant le code, on n'avait pas l'impression que le filtrage soit si peu performant. Je Ouais. pense que ce qui prenait vraiment pas mal de temps, c'est en fait récupérer les bons rôles de checkbox parmi tous les rôles qui sont affichés sur la page. Ouais. Donc je sais pas si on gagnerait beaucoup de temps, mais ça vaudrait le coup de tester. Ouais, et puis surtout, je pense que le risque, c'est d'alourdir. Enfin, moi, ce que je trouve vraiment génial avec Testing Library, c'est que par rapport à d'autres méthodes de test, ça permet d'avoir des tests qui sont vraiment hyper lisibles et hyper clairs. Et du coup, j'ai peur qu'en faisant ça, on remette de la complexité dans les tests. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en, on a le temps. Vous avez été super clair, je pense, Tout c'est pour était ça. super clair, c'est ça. Ah. Ah bah. Moi, sur pas mal de projets, j'ai vu aussi des checks de coverage. Ouais. Et vous en avez pas trop parlé. Est-ce que c'est un truc que vous avez mis en place aussi pour vérifier qu'est-ce qui a été testé à chaque fois? Et est-ce que, enfin, c'est quoi votre avis sur la pertinence? Parce que vous avez parlé de qu'est-ce qu'on testait. Qu'est-ce que vous en Tu pensez? veux le prendre ou je le prends? Ouais, bah alors moi j'ai pas une super expérience. Enfin, en fait, sur mon projet, on avait, c'est même histoire que cette application-là, on n'avait pas du tout de test de composants. On avait un test de composants, c'était un test d'accessibilité. On utilisait JSAX, je sais pas si vous connaissez. Ça permet en fait, checker l'accessibilité d'à peu près toutes vos pages que vous passez en paramètres. Et en fait, avec ce test-là, on avait un coverage de 75% de nos fronts. Bon, clairement, il n'y avait pas 75% de notre front qui était testé. Du coup, sur la partie front, moi, je trouve que le coverage, c'est pas forcément hyper pertinent. Je trouve que c'est plus une contrainte parce qu'on se retrouve à ouvrir notre MR, avoir le coverage qui casse, devoir le fixer, mais on ne sait pas forcément quel edge case fixer, etc. Après, je pense que ça peut aider dans certains projets à au moins être vraiment rigoureux sur, bah, voilà, on veut, je sais pas, 80% de coverage, donc bah, si à chaque fois que ça passe en dessous de 80% de coverage, il faut rajouter des tests, il faut fixer. Sur le front, je suis un peu mitigée. Sur le back, je suis assez convaincue. Sur le front, je suis un peu plus mitigée. Moi, j'utilise des checks de coverage pour, plus pour m'assurer que. Enfin, après, je ne les mets pas non plus hyper haut. Généralement, je les fixe à 85, plus pour m'assurer que d'un coup, on n'arrête pas d'écrire des tests. Mais pareil, je pense que ce n'est pas forcément un très bon indicateur. Ça permet de tirer un peu. Après, pour tirer l'écriture de test, ce que je fais, c'est plus au moment des conceptions techniques, en parler avec les devs, plutôt qu'avoir un outil hyper contraignant. Je pense que c'est un bon garde-fou, mais il ne faut pas se fier qu'à ça non plus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des expériences avec les tests ou la CI à nous partager, sinon si vous n'avez pas de questions. Ah. Alors, Bonjour, merci pour la présentation. Moi, ma question, c'était sur le TDD, parce que je sais que moi, j'aime bien en faire sur le back et pour des fonctions utilitaires, mais pour des tests de composants, j'ai un peu de mal à voir à quoi ça ressemble. Est-ce que vous arrivez vraiment à faire du TDD sur des composants? Alors, bon, pour être tout à fait honnête, j'ai pas tout à fait la rigueur pour faire du TDD tout le temps, mais j'en ai fait sur du React Native, en plus avec Testing Library qui marche aussi sur React Native pour les devs mobiles. Et en fait, moi je trouve, enfin, j'ai plus de facilité à faire du TDD sur du front avec Testing Library que sur du back, parce que comme on a des tests qui sont vraiment très proches des comportements utilisateurs, moi je trouve ça très simple de juste écrire un test. OK, it should display a button. OK, je rajoute mon bouton. It should do machin chose quand je clique sur le bouton. OK, je rajoute. Enfin, ouais, moi je suis plus à l'aise sur le TDD avec le front comme ça. Je sais pas si toi t'en fais. Ouais, moi j'en fais un petit peu. Moi, surtout parce que je sais que si je fais pas du TDD, j'écrirai pas les tests à la fin. Donc je m'abstrais à vraiment faire du TDD comme ça. Mais oui, avec Testing Library, c'est beaucoup plus agréable de faire du TDD parce qu'on écrit. Nous, on part sur des petits tickets, on est en agile. Voilà, on a nos tickets avec nos critères d'acceptance. Bah, du coup, je fais un test par critère d'acceptance de notre front et ça permet de faire du TDD assez facilement. Donc ouais, faut le tenter. Je pense que ça vaut le coup. Je crois qu'il y avait une question devant, non?
Merci pour le talk, c'était très intéressant. Et alors, du coup, c'est plus pour rebondir sur votre demande de tout à l'heure sur les expériences par rapport à la couverture. Je partage complètement ce que vous venez de dire. Je trouvais un avantage à la couverture dans les équipes avec des contributeurs qui n'étaient pas forcément très portés sur le test. Quand le test, la couverture passe de N à N-1%, peu importe le N, hein, du coup il y a un indicateur et ça challenge, et on s'est aperçu que des développeuses qui n'aimaient pas forcément trop faire des tests se challengeaient à ne pas faire baisser la couverture et donc faisaient les tests parce qu'il y avait un indicateur. Enfin, voilà, une sorte de gamification. Alors après, voilà, ça peut être bien ou pas bien, ça dépend des équipes, mais la valeur absolue finalement de la couverture, dans ce cas-là, comptait pas tellement. Par contre, c'était un truc pour dire, t'aurais pu faire des tests là. Et des fois, c'est suffisant pour ce genre de choses. Voilà. Pas sûr que ce soit transposable partout après, mais à tester. Ok, top. Ah non, Hyper c'est vrai, c'est un intéressant. petit objectif, c'est pas mal.